De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Vous le savez, votre rendez-vous du week-end, à la fois sur rmc.fr pour l'audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. Je suis très heureux de vous retrouver avec tout à l'heure Victor Jakimovic qui nous parlera du Wi-Fi du futur qui arrive déjà. Il s'agit du Wi-Fi 6. Les premiers routeurs Wi-Fi 6 arrivent. Alors à quoi ça sert ? Est-ce que ça va révolutionner notre manière de surfer à la maison ? Et surtout, à quoi sert le Wi-Fi 6 ? Ce sera tout à l'heure, entre autres. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de quoi je me mêle, mais aussi sur Twitter, réagir à tous les sujets qu'on va évoquer dans un instant. Le hashtag DQJMM, merci d'être là. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et évidemment, pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir Christopher Siminelli. Salut Chris. Salut François. Le directeur de la rédaction de 01net.com qui est avec nous pour commenter quelques titres d'actualité de cette semaine. Et Chris, forcément, on est obligé de commencer par l'énorme couac de Samsung. On l'a déjà évoqué la semaine dernière, oui. Le Samsung Galaxy Fold qui est vraiment en bien mauvaise posture. Ouais, un nouveau rebondissement dans le lancement de la saga Fold. Ouais, c'est vrai que c'est une saga. Ce produit fait beaucoup parler de lui déjà par son originalité. Rappelons-le, c'est un écran pliable qu'on ouvre en deux qui laisse apparaître un immense écran AMOLED. Voilà. Donc déjà très étonnant. Il a beaucoup fait parler de lui par son form factor, on va dire. Et effectivement, donc Samsung a commencé à mettre à disposition des testeurs, des journalistes, notamment américains, des produits. Et un certain nombre de problèmes ont été relevés par ces journalistes américains. Et donc, un petit vent de panique. On a parlé d'un Foldgate, on en a déjà parlé. Et Samsung a décidé là de reporter de quelques jours le lancement de son produit. Déjà aux États-Unis, je vous rappelle qu'il devait sortir aujourd'hui. Enfin hier plutôt, le 26 avril, et sortir le 3 mai en France. Donc Samsung a décidé de le décaler, cette sortie de quelques jours. Alors, on n'a pas de date précise. On n'a pas de date précise. Alors, est-ce que Samsung va modifier quelque chose physiquement sur son smartphone ? Oui, franchement, je ne crois pas. Parce que d'un point de vue industriel, parce qu'on peut c'est imaginer très compliqué. Il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Fold qui sont déjà fabriqués. Exactement. Et il faut quand même rappeler que les deux problèmes majeurs qui ont été remontés aux États-Unis étaient liés à des... on va dire des mauvaises utilisations, ou des utilisations un peu malheureuses. Il est avéré que pour le premier cas, le smartphone a été plongé dans du liquide, alors que Samsung a bien précisé que son smartphone n'était pas certifié IP67 ou IP68, donc il ne fallait pas le plonger dans un... Oui, c'est pas comme le Galaxy S10 qui est étanche, nouveau portable, donc c'était pas étanche. Une utilisation qui sortait du cadre prévu. Et pour le deuxième cas remonté, Samsung a relevé des traces de chute, des traces assez importantes. C'est pas une petite chute d'1 mètre, là, comme ça on peut faire tomber son smartphone. Apparemment, la rédac a vraiment limite fait des tests de résistance à des hauteurs assez élevées en plus, et de manière répétée, ce qui a causé des dysfonctionnements de l'écran. Pour rappel, le reste des problèmes, c'était des journalistes qui ont décidé de retirer le film de protection de l'écran, qui n'était pas du tout prévu en ce sens, amovible, pas du tout amovible. C'est pas comme justement sur le Galaxy S10 où il y avait, on va dire, un film protecteur qui était préinstallé sur le téléphone qu'on pouvait enlever si on le voulait. Donc sur les 100% des cas, en tout cas problématiques remontées, c'était soit lié au retrait de ce film plastique, soit à une mauvaise utilisation. Donc aujourd'hui, Samsung n'a pas de raison de modifier physiquement, techniquement son produit. D'ailleurs, c'est ce que Samsung déclare dans son communiqué de presse de report. Ils disent donc certains testeurs nous ont aidés à identifier des améliorations qui garantiront l'expérience la plus optimale possible. Donc amélioration, ça ne veut pas dire modification, ça veut dire peut-être mieux communiquer sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ce produit, et notamment sur les messages d'alerte, donc ne pas retirer ce fameux film de protection, parce que c'est vrai que c'était pas clair. Et rappelons, tu parlais du Galaxy S10, c'est vrai, sur le Galaxy S10, on a un film de protection qui est fourni, et comme on avait à peu près le même rendu de ce film de protection sur le Fold, c'est vrai qu'on est quand même tenté de le retirer. Alors,
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que moi, ça fait une semaine que je teste le Fold. Ouais. Il marche très bien, il n'y a pas eu de souci. Franchement, c'est un téléphone alors qui est pas parfait, hein, il a ses défauts, mais en tout cas, il n'a pas de défaut de conception visiblement, moi, quand je l'utilise au quotidien. Mais c'est vrai que, franchement, il faut vraiment le vouloir pour aller essayer d'enlever cette petite protection qui est vraiment... Enfin, voilà, en plus, moi, je me ronge les ongles, j'y arrive pas. mais c'est vrai qu'il faut vraiment vouloir enlever cette petite protection. Ce film est collé. Bien sûr, et puis ça vient pas en plus. Puis quand on voit que ça vient pas, on ne doit pas aller plus loin. Mais si des journalistes high-tech quand même ont décollé ce film de protection, on peut se dire que des utilisateurs finaux seraient tentés eux aussi de le faire. Bon, laissons le bénéfice du doute. Mais Samsung nous a quand même dit qu'il réfléchissait à peut-être étendre ce film de protection vraiment jusqu'au bord de l'écran. Parce qu'aujourd'hui, il y avait qu'on puisse l'enlever. Il y avait un petit décalage, même d'un demi-millimètre, mais suffisant pour se dire tiens, il y a un film de protection, je vais l'enlever. Voilà. Alors, juste une petite info aussi, il se trouve que iFixit, vous savez, cette boîte qui est hyper intéressante, qui s'amuse en fait superbe photo d'ailleurs, à démonter tous les téléphones, enfin tous les produits high-tech, dès qu'ils sortent, en fait, iFixit les passe à la moulinette et les démonte, et on les voit complètement éclatés, et donne une note en fait de réparabilité en quelque sorte. Alors évidemment, sans trop de surprise, on se doute que le Galaxy Fold est très compliqué à réparer, mais en revanche, ils mettent en avant certains, non pas défauts de conception, mais quelques fragilités de cet écran, parce que évidemment c'est une révolution, cet écran pliable, et il est plus fragile, et notamment au niveau de la charnière, qui pour eux pourrait être plus, on va dire, solide. Premier point. Et deuxième point, à force d'ouvrir et de fermer le téléphone, ça crée une espèce de petit espace au niveau de la pliure où pourrait rentrer en fait de la poussière et peut-être enfin je sais pas moi, de la poussière ou des petits bouts de je sais pas quoi, enfin voilà. Et au bout d'un moment, comme en fait c'est un téléphone qui est avec une ingénierie très poussée, ça pourrait abîmer évidemment l'écran, parce que si quelque chose rentre dans l'interstice en fait de l'écran, et bien après évidemment il pourrait tomber en panne. Donc voilà, on va dire que c'est un peu malheureux ce lancement pour Samsung, avec sans doute, on va dire, des critiques qui sont pour la plupart infondées. On va voir ce qui va se passer. Beaucoup moins justifié qu'à l'époque du Galaxy Note 7, qui, on le rappelle, a eu, lui, d'énormes soucis au point d'être interdit dans les vols commerciaux. Après, on va voir ce que va faire Huawei, parce que j'imagine que Huawei doit regarder tout cela de très très près, parce qu'ils s'apprêtent eux aussi à lancer leur téléphone pliable. Et je pense qu'ils doivent bien regarder on va dire, ce qu'on peut reprocher à Samsung, pour voir si on ne pourra pas leur reprocher aussi la même chose. Rappelons que Huawei a une approche un peu moins ambitieuse quand même techniquement, parce que l'écran est à l'extérieur, donc avec un rayon de courbure plus important, et donc une pliure moins étroite que sur le Galaxy, et donc il y a quand même moins de chances qu'il y ait des soucis au niveau de la charnière. Par contre, l'écran, lui, est super exposé, vu qu'il prend tout l'extérieur, et donc ça va être un sacré défi de protéger cet écran pour Huawei en tout cas. Bon, on verra comment tout ça évolue. On reste dans les smartphones, Chris, avec Oppo, qui s'apprête à lancer une nouvelle gamme de téléphones qui s'appelle Reno. Oui, alors Oppo, on le rappelle, c'est un géant en Chine, c'est le numéro 2 ou numéro 3 sur le marché du smartphone en Chine, donc un acteur incontournable en Chine, qu'on connaissait, nous, c'est par exemple l'ancienne maison mère de OnePlus. Il y a beaucoup de liens entre OnePlus et Oppo. Et Oppo a décidé de se lancer en France officiellement l'année dernière, donc il démarre tout doucement, avec une approche très, très haut de gamme. On se rappelle du Find X, qui est un modèle coulissant. Donc là, il lance coulissant avec l'appareil photo qui sortait comme ça, exactement, motorisé. Ce qui permet d'avoir vraiment un écran bord à bord et qui prend vraiment toute la surface du produit. Ça, c'était en introduction. Il lance Oppo une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Reno, R-E-N-O. Moi, je vous laisserai faire vos jeux de mots. Je pense qu'il y en a pas mal de possibles. Et donc, c'est une nouvelle gamme qui se veut très lifestyle, très portée sur la créativité, etc. Bon, bref, c'est tout le discours marketing des fabricants. Bon, mais ce produit est quand même intéressant à plus d'un titre. Le premier, c'est que on le voit, le capteur frontal du smartphone, il est amovible. Il est coulissant, on appelle ça... Alors, Nicolas Louche, chez nous, appelle ça la raie de requin. Bon, ok. Oui, c'est-à-dire que autant l'Oppo Find X, il y avait toute la partie supérieure c'était un genre de slider, remontait, un peu à l'ancienne. Voilà. Là, c'est
comment dire, oui, c'est une espèce de biseau qui monte. Exactement. C'est une espèce d'excroissance biseautée qui monte. Qui sort du châssis du téléphone. Pour l'activer, il suffit de lancer l'appareil photo, de se mettre en mode selfie et hop, il se déclenche automatiquement. Franchement, ça a l'air assez robuste, mais là, pareil, est-ce qu'à terme, il n'y a pas des petites poussières qui vont quand même venir se glisser dans ce mécanisme? C'est un mécanisme électrique, on va dire. Mais Oppo nous disait qu'ils avaient quand même prévu un joint qui permettait d'isoler cette zone et d'éviter ce type de soucis. Donc ça, c'est assez marrant. Pourquoi ils font ça? C'est pas juste pour être original, c'est surtout pour éviter d'avoir une encoche sur l'écran avant et d'avoir un poinçon comme a choisi de le faire Samsung. Avec un grand écran. L'écran prend vraiment toute la surface du téléphone et c'est vrai que quand on l'a en main, c'est vraiment impressionnant. Il y a ça. Et l'autre particularité, toujours sur la photo de ce téléphone, c'est le zoom x10. Rappelez-vous, on était allé au Member Congress. Oppo n'avait présenté aucun produit au Member Congress, mais juste une démonstration technologique d'un zoom x10 hybride qui franchement était plutôt convaincante. Là, ça y est. C'est le Oppo Reno 10X Zoom, donc 10 fois zoom. Le nom est un peu bizarre, mais bon, le Reno Zoom 10X. Et en fait, on a c'est la même technologie que sur le Huawei P30 ? Alors, oui, on va dire que c'est la même technologie parce qu'on est capable de faire du x10 hybride, c'est-à-dire qu'on part d'un ultra grand angle à 16 mm. Le capteur principal, c'est du 24 mm à 48 mégapixels quand même, donc plutôt une belle config sur le capteur principal, et un téléobjectif équivalent 160 mm. Et pour arriver à 160 mm, c'est une techno hybride qui prend les meilleurs des trois capteurs. Oppo est resté assez silencieux sur les capacités techniques de ce téléobjectif. On ne connaît pas donc la focale native de ce capteur de ce téléobjectif, mais on est sur une approche effectivement assez similaire à celle de Huawei. Donc la présentation a été faite à Zurich, j'étais sur place, j'ai fait quelques tests. C'est plutôt intéressant, notamment parce qu'il y a une stabilisation optique qui est assez performante. Je vous rappelle que quand on est en bout de zoom, que ce soit sur un appareil photo ou un smartphone, le moindre petit mouvement que vous avez au niveau de la prise de vue, bien sûr, est multiplié par 10 sur la photo. Donc il y a un système de stabilisation qui est assez efficace. Maintenant, mais même sur le P30 Plus, il est efficace. Sur le P30 Pro, oui, effectivement. C'est vrai que c'est très efficace, c'est assez impressionnant. Maintenant, pour vraiment nous rendre compte de la qualité du rendu de cet appareil, on attend de l'avoir au labo. On va faire des comparatifs avec le P30 Pro. Mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas que ces zooms x10, c'est une tendance. Voilà, c'était un peu Huawei était un peu un ovni. Là, ça commence à arriver sur d'autres gammes de produits. Et ce fameux Oppo Reno coûtera cher ou pas ? Alors 799 €, on est dans les prix des smartphones haut de gamme. Bon, il a une config, tout ce qui est le plus haut de gamme. Il est moins cher que le Snapdragon. Moins cher que le P30 Pro, effectivement. Après, il faut voir. Ça reste, au niveau de la fiche technique, ça reste un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait aussi au niveau de la concurrence. Ça sort en juin. Ça sort en juin. Oppo a aussi lancé un modèle classique, Oppo juste Reno, donc sans ce zoom, avec une partie photo qui reste intéressante et lui beaucoup moins cher à 499 €. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr, les tests à retrouver sur zeronet.com bientôt. On enchaîne avec un autre constructeur de smartphones qui ne fait pas que ça, si vous le connaissez, si vous le suivez. Vous savez que Xiaomi, c'est bien au-delà du smartphone. Ils font des télés, des projecteurs. Et ils sont même sur la mobilité électrique. Et là, Xiaomi vient d'annoncer un nouveau moyen de locomotion qui a l'air très sympa. Ouais, nous à 01net, on a adoré la trottinette de Xiaomi. D'ailleurs, pour les Parisiens qui nous écoutent ou nous regardent, la plupart des trottinettes en libre service que vous voyez dans Paris, ce sont des modèles M365 fabriqués par Xiaomi. Et donc c'est leur best-seller, super trottinette. Et avec un avantage certain, c'est le prix. Là, ils refont la même chose avec un mix entre une trottinette plus, un vélo électrique et un scooter. Franchement, regardez la tête qu'il a, cet engin. Moi, je le trouve juste génial. Ouais. Alors, vous remarquerez qu'il a des pédales, donc il peut être assimilé à un vélo électrique, mais il peut aussi fonctionner en mode full scooter.
à une vitesse maximale de 25 à 30 km/h, 60 km d'autonomie quand même, et avec sa batterie fournie de base, il y a une batterie optionnelle qui lui permet d'avoir 120 km d'autonomie, donc ça commence à être intéressant. Vitesse maxi 25-30, c'est ça, ouais, 25-30 km/h, un peu comme la trottinette. D'accord. Donc ça, c'est lancé en Chine dans un premier temps en juin, ça va s'appeler HIMO T1, HIMO T1, et le prix incroyable, $450. $450 pour un petit scooter électrique de 120 km avec 120 km d'autonomie. C'est génial. C'est assez fou. Voilà, il y a un petit afficheur qui vous donne la vitesse en temps réel. Nous, on a vraiment hâte de la faire venir. Je pense que dès qu'elle sortira en Chine, on va essayer de la faire venir de Chine pour la tester et voir ce qu'elle vaut. Mais parce qu'on peut imaginer que c'est super intéressant. Maintenant que Xiaomi est bien présent en France, ce produit va arriver très vite. Exactement. Après, je pense qu'il doit avoir des homologations, des choses comme ça qui font que voilà, ça prend du temps. Et il est possible qu'en France, elle soit un peu plus chère aussi, parce que là, on se parle sur des tarifs chinois qui n'ont pas forcément la même TVA, etc. Il faut compter aussi la taxe d'importation. Donc il y a des pédales, tu disais, donc on peut, si on a peut l'utiliser en genre de vélo électrique, hybride ou à assistance électrique, ce qui permet, entre autres, si vous êtes vraiment à court de batterie ou sur la fin de la batterie, vous pouvez quand même vous déplacer sans avoir à le pousser, ce qui est quand même assez pratique. Alors, ce qui pourrait être pas mal, je ne sais pas si c'est le cas, est-ce qu'on peut replier les pédales, parce que finalement, ça prend de la place de chaque côté. Moi qui roule en scooter, on essaie d'avoir d'être le plus étroit possible pour passer par le moins de largeur. Voilà, mais c'est intéressant. À suivre donc ce produit qui devrait bientôt arriver. Et on va terminer par alors là, c'est, comment on va dire, une espèce de grand rendez-vous. Vous savez qu'il y a le Black Friday, il y a de temps en temps dans l'année, on a des rendez-vous comme ça où on peut faire de très bonnes affaires, de belles promos. Et c'est aujourd'hui, peut-être ne le savez-vous pas, mais les French Days, qui est un peu le Black Friday français, quoi. C'est ça ? Ouais, exactement. Donc les French Days ont été créés en 2018 à l'initiative de 6 marchands, donc Boulanger, Cdiscount, Fnac, La Redoute, Rue du Commerce et Showroom Privé. Ils avaient dans l'idée de contrecarrer un peu le Black Friday et de créer, un peu de reprendre l'avantage là-dessus de s'approprier un événement commercial à la française. Donc cet événement, c'est les French Days. Ça démarre aujourd'hui et jusqu'au 1er mai avec des offres. Il faut s'attendre à des offres assez intéressantes, notamment sur la tech, notamment sur les smartphones. On est dans une période où il y a eu beaucoup de nouvelles gammes lancées. Donc les fabricants et les distributeurs vont être en besoin d'un peu d'écouler les gammes précédentes. Et donc il y a des très bonnes affaires à faire notamment sur des produits Samsung, sur du Huawei aussi. Voilà, donc à découvrir chez vos marchands favoris, mais avant tout sur 01net.com, nous on est vraiment mobilisés pour faire le tri dans les centaines d'offres qu'on reçoit de la part des marchands. C'est-à-dire qu'en fait, sur 01net, on sélectionne vraiment les meilleures promos tout au long de la journée, dès qu'elles tombent en fait. Exactement. Nous, il faut savoir qu'on reçoit le matin même des tableaux immenses avec toutes les offres, donc il y a un peu à boire et à manger. On sélectionne les meilleures offres et vous pouvez les retrouver on a un article dédié aux French Days. Vous pouvez pas le rater, vous vous connectez, vous y allez et vous avez les meilleures offres. Et Amazon aussi va proposer une remise de 10 € tous les 50 € d'achat. Donc jusqu'au 27 avril au soir. Sur la tech aussi ou sur tous les rayons. Bon, il y a quelques petites astérisques que je vous invite à les regarder, mais c'est plutôt intéressant. Donc c'est pas une sélection de produits. Eux, ils font une offre générique destinée à tous leurs clients. Voilà, donc vous allez sur 01net.com, vous regardez, et puis si vous, par exemple, vous voulez vous offrir un smartphone, ne traînez pas parce qu'en général, ça part très très vite. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a des stocks limités, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Chris. Merci. Christopher Siminelli, donc le directeur de la rédaction de 01net.com. Vous restez avec nous. Dans un instant, Victor Jakimovic me rejoint dans De quoi je me mail avec sa sélection de produits high-tech. Et on va commencer par le tout premier routeur Wi-Fi 6. Ça vous dit rien, mais c'est le futur du Wi-Fi, tout simplement. Et ça y est, certains constructeurs commencent à fabriquer en fait des appareils avec cette techno. On va vous expliquer à quoi ça sert. C'est dans un instant avec Victor. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.